Bonjour à tous, bienvenue dans ce calendrier de l'Avent, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on va parler d'une remarque que tout le monde a déjà au moins une fois pensé, exprimé ou formulé. C'est l'idée que il n'y aura de révolte et que les gens ne se mettront à faire quelque chose que lorsqu'ils auront véritablement faim ou que ce sera, je cite, vraiment la merde, quoique ce terme englobe suivant les personnes qui parlent. Malheureusement, l'histoire a démontré que ce n'était pas mécanique et que surtout cela ne marchait même pas comme ça, parce que déjà quand les gens ont faim, ils sont beaucoup trop préoccupés par leur survie quotidienne pour se préoccuper de ce qu'il faut faire pour changer la politique. Il y a des millénaires d'histoire, et pas seulement de France, qui montrent bien que ce n'est pas parce que les gens ont faim ou parce que c'est la merde que eh bien, ils vont se révolter et faire une révolution. La plupart du temps, d'ailleurs, quand il y a des révoltes, etc., c'est quand les gens ne sont plus aux prises directes avec la survie de base, la survie quotidienne, mais que les choses commencent à aller un petit peu mieux et qui sortent la tête de l'eau. Donc ça, c'est vraiment le premier point à garder en tête. Il ne va pas y avoir de révolution quand les gens auront faim, quand il n'y aura plus rien dans les assiettes, ou quand ça ira vraiment mal, encore une fois, quoi que veuille dire le fait d'aller mal. En fait, les choses changent, et encore une fois, ça ce sont les leçons que nous enseigne l'histoire. Les choses ont tendance à changer lorsqu'un ensemble de conditions se retrouve réunies. Et même là, encore une fois, il n'y a pas de caractère automatique, il n'y a pas de mécanicité, il n'y a pas d'automatisme si vous voulez. Néanmoins, on constate quand même que lors de véritables bouleversements et de vrais changements politiques, je ne parle pas de jacqueries ou d'émeutes ponctuelles, bien sûr, je parle de mouvements insurrectionnels qui mènent à un véritable changement politique, social, à une transformation profonde de l'organisation sociale ou de la société. Et ça, il faut qu'il y ait au moins 3 conditions réunies. La première, c'est évidemment le ras-le-bol général, partagé et formulé comme tel, ce que la majorité sociale ne veut plus. Bon, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a, justement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se pose tous la question de pourquoi les choses ne bougent pas, parce que effectivement, on en a tous marre de la manière dont les choses sont organisées, mais rien ne change. Donc ça, c'est la première des conditions à réunir, et cette condition-là, si c'était une histoire de case à cocher, on pourrait la cocher. La deuxième, c'est évidemment quand en haut, on ne peut plus, c'est-à-dire lorsque la classe dirigeante n'est plus en état de garder le contrôle sur la société, c'est-à-dire lorsque elle n'est plus en état d'assurer sa part dans le contrat social, à savoir lorsque la classe dirigeante n'est plus en état de garantir la paix civile et évidemment un ordre social où chacun peut à peu près se débrouiller et n'est pas complètement pressurisé, voire spolié, voire écrasé par cette classe dirigeante. Là déjà, pour nous, je dis pas qu'on n'y est pas, mais je dis pas qu'on est en plein dedans non plus. Cette condition-là, pareil, encore une fois, c'est pas quelque chose d'automatique qui arrive du jour au lendemain, c'est un processus. Là, est-ce qu'on est arrivé au stade, au point de bascule? Est-ce que la classe dirigeante n'arrive plus à rien contrôler? Je pense que les récents déboires de nos gouvernements / Premier ministre, François Bayrou durera sans doute encore moins longtemps que Michel Barnier. En attendant, les affaires courantes sont plus ou moins assurées, mais on a quand même une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête, on n'a pas de budget pour 2025. Enfin, je veux dire, là, on commence à en arriver au stade où la classe dirigeante a du mal à maintenir sa part du contrat, à savoir le maintien d'une société fonctionnelle, si vous voulez, c'est-à-dire qui fonctionne et où les gens n'ont pas peur pour leur survie au quotidien. Enfin, ce seront les historiens qui décideront de si 2024
c'est le point de bascule ou pas? Pour le coup, c'est assez difficile à dire puisque nous n'avons pas le recul des ans. En attendant, on constate quand même la dégradation des conditions de vie, on constate quand même surtout l'impuissance de ceux d'en haut à maintenir les choses à la fois en ordre et en état de marche. Donc voilà, c'est la deuxième condition et on commence au moins à y arriver. Néanmoins, outre le fait que la majorité sociale ne veut plus de l'organisation telle qu'elle est et le fait que la classe dirigeante ne peut plus assurer le fonctionnement de son système, ne sont pas les deux seules conditions à réunir pour qu'il y ait un véritable changement de société profond et structurel. Et c'est le troisième point, c'est la troisième condition à réunir qui nous fait malheureusement défaut, c'est l'existence d'un projet d'organisation sociale cohérent permettant de remplacer l'ordre social défaillant porté par une nouvelle classe, enfin pas une nouvelle classe dirigeante, mais une classe aspirant à diriger et qui en soit capable et qui soit à même d'instaurer ce nouvel ordre social. Et ça, clairement, c'est cela qui nous manque. Et je vais vous donner l'exemple de la Révolution française, puisque c'est quand même l'exemple qui est à la fois assez proche de nous et en même temps qui résonne avec notre histoire et avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait la première condition, le contre-quoi. La majorité sociale, la plupart des Français, ne voulaient plus d'une société dirigée par une noblesse qu'ils percevaient comme corrompue, dégénérée, qui leur prenait leur argent. Je dis pas que c'était bien ou mal, hein, je décris simplement l'atmosphère de l'époque. Les gens avaient faim et ils ne voulaient plus de ce système d'organisation sociale où ils n'étaient plus à même d'assurer leur subsistance, ce qui m'amène au deuxième point. Au moment où se déclenche la Révolution française, eh bien, la classe dirigeante, à savoir la royauté, la monarchie, n'est plus à même d'assurer le bon fonctionnement de la société, n'est plus à même de remplir sa part du contrat social, puisqu'il y a des famines, puisque les ouvriers parisiens sont, malgré le fait qu'ils travaillent, dans l'incapacité d'acheter les biens de subsistance de base dont ils ont besoin, ce qui a mené effectivement à tout un tas de révoltes, de jacqueries, que ce soit en ville, à la campagne. Il y avait ces défaillances en fait structurelles du système que l'aristocratie et la monarchie ne pouvaient pas résoudre. Mais au moment de la Révolution française, à la différence de la France de 2024, et j'en suis vraiment désolée, il y avait une classe aspirant à diriger, aspirant à prendre la place de la classe dirigeante de l'époque, qui avait un projet d'organisation sociale cohérent qui allait permettre de remplacer l'ordre social existant et qui allait permettre de donner au peuple, aux gens qui ne faisaient pas partie de cette classe, mais qui allait permettre de donner à ces gens ce qu'ils voulaient. Je m'explique. À l'époque, on a l'émergence d'une bourgeoisie qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a appelé bourgeoisie à la fin, au moment de la révolution industrielle, et qui a encore moins à voir avec la bourgeoisie financière actuelle, puisque ça n'a plus du tout la même forme. Hein, voilà. Mais au moment de la Révolution française, donc on a une classe de gens qui a fait fortune dans le commerce, on a des médecins, on a des avocats, on a voilà, des négociants, des commerçants, etc., qui a fait fortune et qui donc a accumulé un pouvoir réel au sein de la société, mais à qui l'aristocratie, à qui la monarchie, à qui l'organisation autour d'un roi de France et d'une noblesse, etc., nie l'autorisation d'appartenir à la classe dirigeante, puisque ces médecins, ces avocats, ces négociants, ces banquiers font partie de la classe la plus importante, font partie de la majorité sociale du tiers-état, puisqu'ils n'ont pas le sang bleu et ils ne font pas partie du clergé. Hein. C'était vraiment l'organisation jusqu'à la Révolution française. On avait, enfin je vous refais pas vos cours d'histoire de troisième parce qu'on a tous vu ça, mais disons que ces nouveaux bourgeois qui prennent l'ascendant finalement sur la société, qui gagnent beaucoup d'argent, montent, enfin voilà, c'est une classe qui monte, et en parallèle, on a une noblesse qui dégénère un peu, qui n'est plus en état d'assurer sa subsistance, qui en plus s'est tellement reposée sur son pouvoir en fait, et qui, elle avait plus l'œil du tigre, vous voyez ce que je veux dire, la noblesse de 1789 par rapport à la bourgeoisie de 1789, eh bien c'est Rocky qui s'est reposé sur ses lauriers
lauriers, qui profitent en fait des ors, voilà, et de tous les avantages inhérents au fait d'être né sans avoir eu à se battre, contrairement à Rocky d'ailleurs, mais voilà, enfin qui profite en fait du confort conféré par sa position de classe dirigeante en fait, mais sans même savoir exactement pourquoi, sans même plus savoir pourquoi elle est là et pourquoi elle est légitime à gouverner. Et donc on a ça d'un côté et on a de l'autre côté une bourgeoisie qui a la niaque, qui a l'œil du tigre, hein, Mr. T, voilà, qui arrive et qui dit mais en fait moi je vais te voler ton titre de champion. Hein, c'est un peu caricatural de faire la comparaison avec Rocky, mais vous voyez ce que je veux dire. On avait une bourgeoisie donc qui disait ben écoutez en fait nous on travaille, on n'a pas de privilèges, cette classe dirigeante, la noblesse est pétrie de privilèges et perclue de privilèges. Nous n'avons droit à rien alors qu'on travaille, qu'on rapporte de l'argent, qu'on fait rentrer de l'argent dans les caisses du royaume et il y a une injustice fondamentale là-dedans, donc nous demandons l'égalité. Enfin c'était, voilà, cette aspiration-là est venue faire écho aux aspirations du peuple, enfin du reste du tiers-état en tout cas et d'une partie du clergé, mais enfin bon on va la faire courte, est venue faire écho à ces aspirations-là, à renverser le système d'organisation sociale qui était établi pour en instaurer un autre qui leur serait plus favorable. Et ainsi on s'est retrouvé avec derrière la bourgeoisie une immense majorité de Français qui ne voulaient plus de l'ordre établi, qui voyait bien que la classe dirigeante avait dégénéré, était devenue complètement corrompue et n'était plus en état d'assurer le bon fonctionnement de la société. Et le tout derrière un projet d'organisation sociale. On est quand même sur c'est pareil, hein, ça n'est pas arrivé en 2 ans. C'est quelque chose qui s'est construit sur un certain nombre d'années. Après, c'est allé aussi très très vite. Mais la bourgeoisie, en fait, tout ce qu'elle souhaitait, c'était accéder aux privilèges qui étaient conférés à la noblesse, sauf que la noblesse, pour le coup, accepter de donner ses privilèges à la bourgeoisie, ben, ça aurait été une sorte de suicide de classe et acté de la destruction de son ordre social qui pour le coup était millénaire. Donc elle était dans l'incapacité même d'accéder à cette demande-là et donc la bourgeoisie est allée chercher ça par la force en s'appuyant évidemment sur la demande populaire et sur la demande de la majorité sociale. Et elle a établi un nouveau système, c'est passé par les institutions républicaines, mais ça aurait pu être autrement, hein, ça aurait pu être une monarchie constitutionnelle, mais il se trouve que ben, pour le coup, le braquage en fait de la monarchie et des monarchies étrangères, etc., sur ses privilèges, sur l'ordre ancien en fait qu'elle ne pouvait pas lâcher, eh bien a mené à sa disparition pure et simple. Après, évidemment, encore une fois, ça s'est fait, il y a eu un siècle hein, derrière de tentative de retour, et puis non, et puis la République, et puis vous voyez ce que je veux dire, ça, encore une fois, ce sont des mouvements historiques profonds. Toujours est-il que la bourgeoisie avait un projet d'organisation sociale. C'était une organisation sociale où elle était au centre de la société, puisque c'était elle qui créait la richesse, qui produisait la richesse. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en attendant, c'était une classe qui était à même d'organiser la société de manière plus cohérente et qui semblait plus juste à la majorité sociale de l'époque, par rapport en tout cas à l'ordre ancien. Et donc, cette classe a pris le pouvoir. Mais elle savait exactement ce qu'elle allait en faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était pas genre, oui, on va diminuer les salaires de X, Y et Z de temps et nous, on va s'augmenter de temps. C'était pas des trucs précis, ils n'avaient pas un catalogue de mesures, voilà. C'est aussi une dynamique qui s'est faite. Les choses se sont passées aussi en fonction de la réaction de la classe dirigeante de l'ancien monde, si j'ose dire. Et en fonction de ces réactions-là, eh bien, la bourgeoisie s'est imposée de la manière qu'elle a pu en France. Là où, par exemple, vous voyez, en Angleterre, la monarchie avait compris les leçons de la Révolution française et le mouvement chartiste, par exemple, n'a jamais rien donné. Il n'y a jamais eu aucune république, enfin, il n'y a pas eu de république, en tout cas depuis cette époque-là, en Angleterre, parce que la monarchie britannique, en fait, a compris sur le moment que elle avait plutôt intérêt à intégrer la bourgeoisie à son système
si elle ne voulait pas être détruite et disparaître, comme ça a été le cas de la monarchie française. Donc voilà, pour en revenir à notre époque, on a ce qu'on ne veut plus, ce que la majorité sociale ne veut plus. On arrive tout doucement, mais sûrement, et peut-être de plus en plus rapidement, à la classe dirigeante actuelle est dégénérée et ne contrôle plus grand chose, même si elle a créé la situation, en fait, les événements, l'histoire commence à lui échapper. Néanmoins, il nous manque toujours, pareil, c'est en construction, c'est en évolution, ce sont des idées qui infusent aussi au sein de la société, et je pense que ça peut aller extrêmement vite, mais nous n'avons pas de projet d'organisation sociale clair, qui soit un projet alternatif, complet, qui puisse remplacer celui de l'actuelle bourgeoisie financière, qui donc n'a rien à voir avec la bourgeoisie de la Révolution française, bien sûr. Donc, les conditions, si j'ose dire, ne sont pas tout à fait réunies. Il nous manque un gros point, c'est le quoi mettre à la place. C'est-à-dire que, imaginez la Révolution française sans une bourgeoisie constituée, mais qui s'est aussi constituée dans le feu des événements. Hein. Encore une fois, tout cela est une dynamique, il y a des choses qui sont totalement pas maîtrisables, c'est pas genre, bon bah on a coché la case là, on a coché la case là, on a coché la case là, et boum, ça pète. C'est pas du tout le sens de l'histoire, c'est pas mécanique, ce sont des mouvements dynamiques, voilà, qui dépendent de la réaction des uns et des autres et des conditions créées aussi par le système actuel. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, il n'existe pas de projet d'organisation sociale, et encore une fois, je ne parle pas d'un programme politique avec 150 mesures portées par X, Y ou Z. On s'en fout de ça, en fait. Moi, je parle d'une organisation sociale différente, d'une vision de la société différente, d'un horizon, en fait, différent, qui ne soit pas bon, ben, on va augmenter le SMIC, ou on va baisser la TVA, ou on va faire la proportionnelle. C'est pas un projet politique, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un programme en vue d'une élection, si vous voulez. Un projet de société, ce n'est pas ça. Un projet de société, c'est quelque chose de global, et c'est quelque chose qui ne se décline pas en un catalogue de mesures. C'est une ligne politique qui vise à organiser la société de manière à ce qu'elle soit fonctionnelle. Et en temps de crise, comme on en a parlé hein, dans les autres vidéos, en temps de crise comme celle que nous vivons aujourd'hui, qui est une crise structurelle, on ne peut pas se contenter d'ajustements à la marge. En fait, c'est juste, vous voyez, c'est les... c'est les différentes branches de la monarchie. Alors ça va être plus les Orléans qui veulent les choses comme ci, et puis les Bourbons qui veulent plus les choses comme ça. Non, en fait, tout ça a été balayé par l'histoire parce que personne dans ces branches-là, en fait, n'avait conscience de l'immensité de la tâche, du caractère monumental de la tâche qu'il y avait à accomplir. Et de toute façon, ils étaient limités par le fait que acter de ça voulait dire leur mort à eux en tant que classe, puisque ça voulait dire en fait la fin de l'ordre où ils étaient les plus forts, où c'était eux qui dirigeaient. Et aujourd'hui c'est pareil en fait, on a tous les politiques en fait qui sont en train de tourner un petit peu, vous savez, comme des hamsters dans une roue, sans se rendre compte en fait qu'il y a tout qui est en train de cramer et que leur roue va cramer avec. Parce que c'est autre chose qu'il nous faut, c'est autre chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus important, et que ça en fait ça ne pourra pas venir de l'ordre ancien, de la même manière que la République n'a pas pu être instaurée par ceux qui bénéficier de l'ancien ordre, de l'ancien régime. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas possible en fait. Donc c'est la même chose aujourd'hui, sauf que pour le moment, la seule classe qui serait à même, parce qu'elle permet la survie de la nation, hein, c'est quand même ça qu'il y a au fond, qui serait à même de défier l'ordre actuel, elle n'est pas encore au stade où en était la bourgeoisie en 89, elle n'est pas encore complètement constituée, elle n'a pas encore complètement conscience d'elle-même, et elle n'a pas encore de projet concurrent, hein, enfin ça va ensemble, à opposer au projet porté par l'actuelle bourgeoisie financière qui pour le moment est encore la classe dirigeante. Donc c'est à ça qu'il faut travailler, enfin moi c'est à ça que je travaille, hein, concrètement, vous aurez compris, c'est à ça que je travaille, et encore une fois je ne suis pas toute seule à faire ça, hein, ce sont des mouvements de fond, moi je suis un petit bout dans le mouvement de l'histoire, c'est comme vous et comme tout le monde, en fait, moi je joue mon rôle dans ces grands mouvements qui me dépassent et dans ce grand combat qui me dépasse. Et voilà, juste, il y a un moment, en fait, faut
faut assumer sa mission. Et je pense que le temps est proche où les producteurs vont endosser leurs responsabilités, puisque de toute façon, il n'y a pas le choix. Sans ça, nous allons tous crever, la France va crever, comme elle aurait complètement périclité, en fait, si ça avait été l'ancien régime qui était resté. Mais l'ancien régime ne serait pas resté, puisque ce n'était pas possible, en fait, au vu des conditions historiques et au vu des conséquences que créait le système de l'ancien régime, en fait, tout simplement. Donc ce sont les évolutions de l'histoire et on a tous notre rôle là-dedans. Y compris la Macronie, y compris l'opposition, donc tous les hamsters qui courent dans la roue, ils ont leur rôle là-dedans, de la même manière que tous les nobles dégénérés avaient leur rôle dans la Révolution française et dans les grandes transformations historiques qui ont secoué notre pays. Et voilà, on a eu une période de répit illusoire, mais voilà, depuis quelques décennies, mais là, accrochez-vous parce que ça va secouer. Donc rappelez-vous bien de quel côté vous êtes. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Prenez soin de vous et vive la France libre.